Ok, reprenons sur nos amis néoplatoniciens pour cette troisième sous-partie de la partie 7. On avait mentionné le fait que nous allions parler en particulier, ou plutôt Kojève parle en particulier de deux grands néoplatoniciens, Plotin et Proclus. Alors, à Plotin, on ajoutera en fait un de ses disciples qui sera celui qui va amener Plotin dans réellement la philosophie plutôt que la théologie ou le mysticisme. Donc, on parlera en fait d'un Porphyre Plotin. Voilà. Tout simplement parce que pour Kojève, Plotin, sa pensée se divise en trois parties, et celle qui va vraiment nous intéresser, c'est sa deuxième partie qui sera la partie la plus philosophique. Plus ou moins produite et engendrée par Porphyre, par la rencontre entre Porphyre et Plotin. Bon, mais avant de parler en fait un peu de Plotin, Porphyre, Proclus, on va essayer de parler de néoplatonisme. Parce que, ok, si on a compris, bon, si on revient un peu sur notre petite histoire de la philosophie, on a le platonisme, on a l'aristocélisme, qui contredit par l'aristocélisme. Et puis ensuite, bon, dans l'aristocélisme, du coup, on a pu voir que ses successeurs, ce sera les stoïciens, ce sera le stoïcisme. Et qu'en fait, l'aristocélisme est développé par le stoïcisme. Or, le truc, l'un des éléments importants avec Kojève, c'est qu'on a compris qu'il y avait une progression. C'est-à-dire que le néoplatonisme, qui se place donc après le stoïcisme, ne peut pas être un retour en arrière. Ça, pour Kojève, c'est pas possible. Il n'y a pas de retour en arrière, en fait, au platonisme, qui amènerait, en fait, à une sorte de « Ah, on passe du platonisme à l'aristocélisme, au stoïcisme, qui revient au platonisme ». Non, non, non. C'est pas ça ce qu'est le néoplatonisme. Même si il pourrait en avoir la volonté, le souhait, le néoplatonisme n'est pas un retour en arrière vers le platonisme. Ce qu'il est, c'est un éclectisme ou autrement dit, une addition entre le platonisme et l'aristocélisme. On additionne en fait les deux termes opposés, les deux termes contradictoires. Alors vous allez me dire, c'est quoi la différence entre la synthèse et l'addition? Parce que finalement, est-ce que c'est pas ce que fait Hegel ou Kant dans une autre mesure? Pourquoi est-ce qu'on distinguerait addition et synthèse? Eh bien, parce que pour Kojève, l'addition est de l'ordre de la coexistence temporelle,
fait, non, pardon, pas de la coexistence temporelle, de la coexistence éternelle. Autrement dit, pour les néoplatoniciens, le platonisme et l'aristotélisme ne partagent pas le même espace, mais le même sont de toute éternité coexistants. Coexistence éternelle, pas le même espace, mais le même temps. Or, la synthèse, comme je pense, vous l'avez peut-être compris, c'est justement non pas une coexistence éternelle, mais une coexistence temporelle. Donc, ni le même espace, ni le même temps. Tout simplement parce que le platonisme se place avant l'aristocélisme, et non pas au même moment. Il n'y a donc pas de coexistence éternelle pour la synthèse. Là où l'éclectisme va essayer justement de faire partager le même temps au platonisme et à l'aristocélisme, à les faire coexister en même temps. Or, vous l'avez peut-être compris, hein, mais ça, du coup, étant donné que le platonisme et l'aristocélisme sont contradictoires dans les termes, ça amène à une parathèse qui est contradictoire, tatati, tatata, voilà. On va pas forcément répéter encore et encore le caractère contradictoire de la parathèse, mais ce qui va nous intéresser quand même chez Porphyre et Plotin, ainsi que chez Proclus, c'est comment font-ils, pour Kojève, comment font-ils pour faire coexister en fait platonisme et aristocélisme? Parce que quand on arrive après Platon et Aristote, on comprend quand même assez bien que les deux se contredisent, que les deux sont adversaires. Donc comment est-ce qu'on fait pour concilier les deux? Quel outil va être utilisé pour faire coexister ces contradictions, ce caractère contradictoire? Eh bien, pour faire cela, on va d'abord prendre la méthode de Plotin. Plotin et Porphyre. J'ai essayé de faire un « et », c'est un échec. Pas grave. Ok, Plotin et Porphyre. Ils voient Platon et Aristote, et en fait, ce qui va être plus ou moins dit, c'est que Platon et Aristote ne parlent pas de la même chose. Platon est en fait sur un discours ontologique. Et je pense que peut-être que vous allez commencer à comprendre un peu la suite à partir de là. Platon, son discours est sur la partie ontologique. Aristote, lui, son discours, c'est sur la phénoménologie. Et vous vous souvenez de ce qu'il y a entre les deux, n'est-ce pas? Donc, ce que font d'abord Plotin et Porphyre, c'est de dire « Ok, oui, bien sûr, Platon et Aristote, c'est contradictoire parce qu'en fait, c'est tout bête. C'est pas tant qu'ils se contredisent qu'ils ne parlent pas de la même chose. Leur discours est sur une partie du discours philosophique, mais pas sur le tout en même temps. Et nous deux, là, cette bande de joyeux lurons, nous sommes là pour faire coexister l'ontologie et la phénoménologie par un moyen terme. Notez bien, parce qu'en fait, ça, ce moyen terme, c'est un peu l'addition, en fait. C'est un peu ce plus qui va essayer de joindre ontologie et phénoménologie. Et c'est quoi l'élément manquant entre ontologie et phénoménologie? C'est l'énergologie. Autrement dit, les Plotin et Porphyre, en tant que premiers néoplatoniciens, vont développer une énergologie néoplatonicienne qui va chercher
à faire coexister et à joindre une ontologie platonicienne et une phénoménologie aristothélienne. En disant grosso modo que en fait l'un ineffable, en fait c'est le premier moteur, c'est la même chose. Et de l'autre côté, en fait, dans mon énergologie néoplatonicienne, finalement les idées, ça engendre en fait, ce sont en fait les causes des formes, et qu'en fait entre les espèces et les idées, on trouve un élément de jonction qui permet de dire que les idées sont les formes, etc., etc. Et inversement, ça amène du coup au fait qu'on peut voir le caractère cyclique des espèces dans le phénomène, dans l'existence empirique. Et que donc, il y a en fait addition des deux. Donc ça, c'est ce que va essayer de faire Plotin. Sauf que, comme vous pouvez le deviner, ça amène à des contradictions internes. Donc là, on va lire un petit extrait à nouveau de Kojève. Lorsque l'on considère l'ontologie néoplatonicienne en général et celle de Plotin en particulier, sa composante additive platonicienne apparaît comme nettement dominante. Non seulement à la surface, mais encore dans le fond. On pourrait même dire que cette ontologie est éclectique d'une façon non pas primaire, mais dérivée. Si le nous divin d'Aristote est venu s'ajouter en tant que moteur immobile au N agathon théos parmi les platoniciens, absolument détaché de toutes les choses mondaines, c'est uniquement parce qu'il fallait faire mouvoir à partir de l'être donné divin l'Ouranos aristotélien objectivement réel, qui, chez les néoplatoniciens, était censé devoir non pas se substituer comme chez Aristote à la réalité objective idéale imaginée par Platon, mais être éternellement coprésente avec cette dernière. De même, cette coprésence du ciel aristotélien avec le cosmos noétos supracéleste de Platon a obligé les néoplatoniciens à représenter l'existence empirique à la manière d'Aristote, ou plus exactement des stoïciens, l'absence d'une phénoménologie élaborée chez Platon leur permettant de réduire au minimum dans leur propre développement phénoménologique l'apport d'éléments constitutifs platoniciens à leur mosaïque et d'utiliser presque exclusivement des éléments dont l'origine remonte à Aristote. Ça, c'est ce que je viens de vous résumer ici. L'ontologie des néoplatoniciens est avant tout platonicienne. Elle a une dominante platonicienne, même si elle emprunte un peu du moteur immobile d'Aristote. Tandis que de l'autre côté, Platon ne développant pas la phénoménologie, on prend celle d'Aristote à la place. Voilà. Donc prédominance ontologique platonicienne, et inversement, la phénoménologie, prédominance aristothélienne. Autrement dit, la volonté consciemment éclectique, donc additive, de Plotin ou de Porphyre ne se manifeste d'une façon primaire et directe que dans et par l'énergologie dite néoplatonicienne. Donc là, c'est ce qu'on a dit. Où la réalité objective est présentée comme étant à la fois franchement transcendante au sens de Platon et cosmique au sens d'Aristote. Et c'est en quelque sorte en débordant le cadre de l'énergologie, et par simple voie de conséquence logique, que les éléments constitutifs aristothéliens sont venus s'ajouter à ceux provenant de Platon pour constituer... Voilà, bon, donc c'est tout ce qu'on a dit. Alors, mais du coup, cette énergologie, comment est-ce qu'elle prend forme ? Ah. Comment est-ce qu'elle prend forme ? Elle va prendre forme déjà par un moyen terme, comme je le dis auparavant, qui va être assimilé au nous. Alors,
Alors. C'est la notion du nous. Cette notion du nous va elle-même être divisée en 3 parties. Psyché, Zoé, et Ouisa. En fait, le terme « nous », c'est un terme que Platon et Aristote utilisent tous les deux. Donc, parfait, ça permet l'addition, étant donné que Platon et Aristote utilisent les deux, et que le néoplatonisme essaye de nous faire dire, de nous faire croire que Platon et Aristote parleraient de la même chose. Et donc, justement, on va prendre cette notion de nous. Et cette notion de nous, elle va être divisée en 3 parties, en 3 possibilités. La psyché, la Ouisa et la Zoé. Alors, cette tripartition, le souci qu'elle va avoir, c'est que déjà, et vous allez le voir avec Proclus, les noms vont changer. C'est-à-dire que, à certains moments, on va les appeler en fait nous, sans forcément préciser laquelle des 3 correspond à cela. Et de facto, ça va donner une définition très difficile à saisir. Typiquement, déjà, on peut se retrouver aussi avec une situation où on a le logos au lieu de la psyché, et en fait, on va se retrouver même avec, comment dirais-je, une confusion entre ces 3 moyens termes. Alors, on va lire un extrait de Kojève. En fait et pour nous, les notions extrêmes de l'énergologie éclectique néoplatonicienne se contredisent en se réduisant mutuellement au silence, le silence étant ainsi leur résultante. Pour pouvoir continuer à parler, il faut redire indéfiniment le moyen terme qui en résulte. Proclus le fera en le multipliant en lui-même, mais Plotin n'ose pas aller trop loin dans cette direction et se contente de reparler de façon différente d'un moyen terme unique. Donc, ici, cette tripartition du nous, c'est en fait chaque tentative que Plotin et Porphyre vont avoir pour essayer de combiner platonisme et aristocélisme. Mais c'est chaque nous en fait va avoir une nature différente, c'est-à-dire une nature qui va être plus proche du platonisme, plus proche de l'aristocélisme. Et en fait, on se retrouve à chaque fois dans une situation où on a d'un côté Platon, de l'autre Aristote, et un moyen terme. Et en fait, ce moyen terme, à chaque fois, il va avoir une partie Platon, une partie Aristote, et à nouveau, un élément de jonction. Et en fait, on continue ta tactique indéfiniment. Plotin va s'arrêter dans le sens où
il n'ira jamais plus loin que la première tripartition, d'accord, avec Psyché, Ouisa, Zoé. Mais Proclus, lui, va aller en fait beaucoup plus loin. Proclus, lui, il va se permettre de faire, ok, bah en fait, on va encore et encore développer ce moyen terme jusqu'à arriver au moment où on ne pourra plus réaliser cette division entre Platon et Aristote. Et c'est là où on va passer à Proclus, parce que de Plotin, finalement, tout ce qu'on pourra en dire, c'est en fait, oui, l'apparition du moyen terme, qui cherche à être cette addition. Et chez Proclus, on verra, en fait, que ce développement déjà, il va aller beaucoup plus loin, et surtout, il va pas le faire juste entre Platon et Aristote. Il va ramener Parménide et Héraclite dans la bagarre. Et cette fois-ci, il va s'insérer lui-même en tant que moyen terme, non plus cette fois-ci entre Platon et Aristote, ça a été le travail de Plotin, mais entre Parménide et Platon, et Héraclite et Aristote. Autrement dit, Proclus, l'objectif, il est encore plus ambitieux que Plotin. Parce que Plotin, ce qu'il a cherché à faire, c'est à faire concilier Platon et Aristote. Ça, c'était l'objectif de Plotin. Comme un plus. Proclus, lui, il débarque comme le moyen terme entre Parménide et Platon et entre Aristote et Héraclite. Pour pouvoir obtenir un discours uni total, pour pouvoir en fait tout dire. Et oui, et là on pourrait se dire, mais tiens donc, est-ce que ce serait pas Hegel ? Est-ce que ce serait pas la synthèse ? Ça y est, est-ce que en fait finalement Proclus n'aurait pas été une sorte de pré-hegelien, d'Hegel païen ? Hegel est-il égal à Proclus ? Eh bien, si vous avez suivi un peu le petit résumé du début, vous savez que non. Vous savez que non, parce que ce qu'on a dit à propos des néoplatoniciens, c'est qu'ils cherchaient à réaliser une addition, un éclectisme. Donc à rester dans une situation où, au mieux, l'éternel est en rapport avec une éternité dans le temps. Au mieux, on fait de l'aristocélisme. Alors que je le rappelle, Hegel, c'est le concept et le temps qui découle du fait que l'éternel est en rapport avec le temps. Donc, non, ce n'est pas Hegel, car Proclus ne réalisera qu'une coexistence éternelle entre chacun, du coup, des grands noms qui viennent d'être cités. Autrement dit, j'aimerais bien retrouver ce schéma-là. Alors, celui-ci, on va le réutiliser, mais avant cela, j'aimerais vous montrer quelle place va occuper Proclus dans le système hegelien. Après, je peux le reproduire de tête, c'est pas un problème. Mais ce serait dommage, parce que... Voilà. Dans le système du savoir hegelien, je vous le rappelle, donc on a Thalès, on a Parménide, Héraclite, thèse et antithèse. On a Socrate qui représente le début de la parathèse, qui amène à la parathèse thétique de Platon et antithétique de Aristote. Dogmatisation du platonisme et de l'aristocélisme, stoïcisme, platonisme moyen.
et entre les deux, la jonction néoplatonicienne, mais qui, de facto, n'est pas la parenthèse synthétique de Kant, qui, lui, va temporaliser, va être le point de départ de la temporalisation du concept. Et donc, le néoplatonicisme n'est en fait qu'une addition, qui est la seule chose qu'on peut faire à partir du moment où on refuse la temporalisation du concept. Et donc, ça amène à ce très joli schéma de Kojève, où on retrouve, et c'est quelque chose d'assez formidable d'ailleurs chez Proclus, c'est en fait un excellent résumé de tout ce qui a été dit, d'un point de vue de la philosophie païenne. C'est une manière de dire tout ce que la philosophie païenne a dit, et qu'on ne peut du coup plus dire après. On a donc la thèse de Parménide, l'éternité, le concept est éternel et en fait on ne peut rien en dire. Donc la vérité se trouve dans le silence. Avec donc l'éternité, le N, l'un ineffable, voilà. Ici tac, Dieu. Donc une sorte de premier espace de transcendance sur lequel on ne peut rien dire. En dessous, l'éternel en rapport avec l'éternité en dehors du temps. Cette fois-ci, c'est le cosmos noétos, le royaume idéal. D'accord, de Platon. Et donc se trouve en dessous, de l'un ineffable, de Parménide. Et d'ailleurs que Platon reconnaissait, c'est-à-dire que, on le rappelle, mais l'un ineffable chez Platon est doublement transcendant. Donc première transcendance, le cosmos noétos. Deuxième transcendance, doublement transcendantale, Dieu. Ok. Ensuite, ici, on arrive dans le monde Aristote. D'accord? Avec le cosmos eistétos, donc le monde de la matière. Avec, ici, l'éternel en rapport avec le temps, donc cyclique, on retrouve un cycle. Et en dessous, on a la matière, qui est donc, cette fois-ci, le discours d'Héraclite, avec un temps. Donc, le concept n'est pas éternel, mais en fait, ça amène au fameux bavardage héraclitien, au fleuve ni début ni fin, et où tout se contredit, on ne peut rien en dire. Ici, la spécificité de Proclus, c'est qu'en fait, il va essayer de relier tout cela. C'est-à-dire qu'en fait, il va essayer de mettre en place, donc, en faisant de l'éclectisme, mais cette fois-ci, entre Parménide et Platon, entre Aristote et Héraclite, et aussi en reprenant le travail de Plotin avec le moyen terme, entre Aristote et Platon. Alors c'est terrible, la caméra a du mal à faire le point. Avec, donc, ici, entre Parménide et Platon, il n'y a aucun lien entre les deux, parce que de toute façon, là, on reconnaît le fait que Platon, comme Parménide, situe le Dieu ineffable encore en transcendance par rapport au royaume idéal, par rapport au cosmos noétos. Par contre, ce que va essayer de faire Proclus par rapport à Aristote et Héraclite, c'est la notion de soma, qui va être en fait un moyen terme entre le monde céleste et le monde terrestre, parce que le cosmos eistétos, je vous le rappelle, du coup, il est divisé entre le ciel, le monde d'Ouranos, le monde du divin pour Aristote, et le monde terrestre, donc le monde de l'existence empirique pour Aristote, toujours. Et en fait, ici, il établit un lien par le biais de la soma entre la matière sensible, la matière d'Héraclite sur laquelle on ne peut rien dire, qui se joint avec les formes, la forme en fait qui donne justement à la matière la forme et qui permet en fait d'avoir une existence empirique sur laquelle on peut avoir un propos, un discours, qui est donc la soma. Et de l'autre côté, entre Platon et Aristote, ce que met en place Proclus, c'est un lien entre la monnaie, le monnaie, alors je le prononce peut-être un peu mal,
qui est, en fait, plus ou moins l'idée, s'incarnant dans le monde physique, le monde céleste, qui va permettre de donner le lien avec la soma du monde terrestre, qui revient ensuite à l'idée. Donc là, on retrouve en fait un caractère cyclique, par le biais de, ici, la matière intelligible. Bon. Tout cela, évidemment, vous voyez, ce caractère cyclique. Alors attention, c'est un caractère cyclique seulement spatial, mais pas temporel. Ça, c'est un point toujours très important hein, chez les néoplatoniciens, comme d'ailleurs chez les aristothéliens, on est toujours dans quelque chose de spatial. Enfin non, moins, bref, on va dire purement chez les néoplatoniciens. Donc autrement dit, le retour en arrière et le fait de tomber dans le monde coexistent spatialement. Enfin, pas spatialement. Enfin, si, coexistent spatialement. Mais de manière non temporalisée. Et ça amène à quelque chose de très important. Ici, c'est le système de Proclus, donc le N-agathon théos silencieux parménidien, qui coexiste avec le cosmos néoéthos platonicien, qui coexiste avec la ilée, la matière héraclitienne, qui coexiste avec le cosmos estétos aristotélien. Royaume idéal, Dieu, la matière, l'existence empirique, le monde. Et on voit ici que ce sont 4 points, reliés certes, ils sont reliés, hein, mais, notez bien, il n'y a pas de flèche. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de mouvement. Comme pour Hegel, qui justement temporalise et nous fait matière, cosmos, anthropos, logos. De la matière vient le cosmos, donc le monde, vient l'homme, qui a un discours sur la matière. Chez Proclus, on est plus sur le divin, qui donne un discours platonicien, donc le discours des idées, dans la matière, naïlée, héraclitienne, qu'on retrouve dans le monde aristotélien. Et on revient du coup ensuite au dieu parménidien. Et d'ailleurs, ce qui nous donne le schéma de Kant, du système kantien, Dieu, négateur ou créateur, qui amène une parole divine au sein de la matière, dans le monde humain, mais naturel. On notera bien l'idée de nature, ici. Et on en revient du coup à Dieu. Alors que pour chez Hegel, il y a inversion entre matière et Dieu. Et du coup, c'est la matière qui est le point de départ du discours qu'on retrouve dans le monde. Dieu, entre crochets, que Hegel va remplacer par l'homme, qui offre un discours sur la matière. Bon, donc là j'ai un peu débordé sur le sujet du néoplatonisme, mais on s'arrêtera sur le fait que la spatialisation mais la non-temporalisation amène à un discours contradictoire. La volonté, en fait, de créer des moyens termes, chez Proclus, amène en fait à perpétuellement en donner un nouveau. Car à chaque fois, le moyen terme est composé de A et non A, et du plus. Et en fait, le plus, on peut toujours, le remplacer par A et un plus non A plus proche, vous voyez, en termes de distance de sens, mais jamais, un peu comme pour un atome, on arrivera réellement à ceci, A, non A. Vous voyez ? En fait, on tombe jamais, si vous voulez,
à chaque fois, il y a un espace qu'on réduit, mais jamais il n'y aura en fait de jonction entre les deux éléments. En tout cas, ça, c'est ce que dit Kojève. Et du coup, ça amène Proclus en fait à s'arrêter arbitrairement dans la production de son moyen terme qui cherche à additionner les termes contradictoires. Et Proclus, en faisant du coup tout un résumé de la philosophie païenne, permet la fin en fait de la philosophie païenne, de la philosophie gréco-romaine et non chrétienne. Et cela amorce du coup la fin de cette philosophie, mais surtout l'annoncement d'une nouvelle phase qui sera l'ère de la théologie judéo-chrétienne, qui n'a pas encore en fait sa propre philosophie, voyez-vous. Cette philosophie, c'est Kant qui va en fait la mettre en place. Et ça, on verra ça évidemment, quand de mon côté, j'aurai fini ce petit texte. Et malheureusement, oui, je ne pourrais pas aborder du coup la théologie judéo-chrétienne vue par Kojève, étant donné que en l'état, je n'ai pas trouvé de texte qui l'aborde. Et je crains malheureusement que soit ça a été perdu, soit... Après, je vais continuer mes recherches, mais on va quand même pouvoir essayer d'aborder la synthèse, enfin la parathèse synthétique. Mais voilà, voilà. Et sur cela finit donc notre travail sur le lycée d'une histoire raisonnée de la philosophie païenne. Je me permettrai quand même d'aborder sur la théologie judéo-chrétienne 2 éléments qui sont importants. Pourquoi est-ce qu'il y a contradiction entre le judéo-christianisme, enfin le judéo-islamo-christianisme, et le paganisme? Donc je vais lire Kojève et je vais finir sur cela. On est généralement d'accord pour réduire la théologie dogmatique judéo-chrétienne à 5 dogmes fondamentaux et spécifiques. Ces dogmes sont monothéisme, trinité, création ex nihilo, péché originel et incarnation. Or, en tenant compte du fait que le paganisme a été contredit, non seulement par le judéo-christianisme, mais encore par le judéo-islamique et par le judaïsme pur, on peut éliminer les dogmes de la Trinité et de l'incarnation. C'est-à-dire que c'est pas juste ces dogmes-là qui produisent la contradiction. Ok, donc, incarnation, Trinité, c'est donc plutôt le monothéisme ou la création ex nihilo ou le péché originel qui sont les problèmes qui contredisent le paganisme. En outre, on peut faire abstraction du monothéisme, car si les païens rejetaient l'unicité exclusive de Yahvé, c'est-à-dire du dieu anthropomorphe des Juifs, ils admettaient volontiers le caractère monadique de la divinité transcendante en tant que telle. Autrement dit, l'un ineffable de Platon, c'est quand même assez proche du monothéisme. C'est pas là-dessus que se joue la contradiction entre paganisme et judéo-christianisme. Il suffisait donc de rejeter la création ex nihilo et le péché originel pour rester païen, vu que l'incarnation suppose ce dernier et que la Trinité spécifiquement chrétienne suppose l'incarnation. D'ailleurs, sans l'acte de la création ex nihilo, le dieu du judéo-christianisme ne serait pas anthropomorphe au sens judéo-chrétien du terme et se confondrait avec le en agathon théos parménido-platonicien et donc païen. Autrement dit, la différence entre le dieu de Platon et de Parménide et le dieu judéo-chrétien, c'est l'acte de création. C'est le fait qu'en fait, l'un ineffable de Platon, il n'est pas créateur, parce qu'en fait, il n'a aucun lien avec notre monde. Il n'en est même pas à l'origine. Il est un ineffable, et ça s'arrête là, parce qu'on ne peut rien en dire d'autre. La vérité de l'un ineffable se trouve dans la révélation mystique du silence, c'est tout. Chez le judéo-christianisme, il y a acte créateur. Il y a acte créateur du divin qui amène au monde. Et donc ça, c'est une incompatibilité totale avec l'un ineffable.
Or, la création ex nihilo est une création au sens propre et fort de ce terme, c'est-à-dire une action, voire une négation, c'est-à-dire, si l'on préfère, un acte de liberté. Et oui, parce que là, dans ce cadre-là, avec le judéo-christianisme, on est dans une situation où Dieu crée à partir du néant, ex nihilo. Et donc, au lieu d'être dans une situation où, pour le platonisme et pour en fait la philosophie païenne, ce qui est le bien, ce n'est pas la négation, mais son contraire, c'est-à-dire le, 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 le positif, en fait, au lieu d'être dans le négatif, le positif. Donc, autrement dit, le bien, c'est plutôt le silence que le bruit. Ici, dans le judéo-christianisme, c'est l'inverse. Le bien est un acte négateur. C'est-à-dire qu'on passe du silence à la matière. Ce n'est pas la matière, alors que pour la philosophie païenne, c'est le silence qui est l'absence de matière, qui est l'absence de bruit, le néant est l'absence de matière, alors que pour le judéo-christianisme, c'est la matière qui est l'absence du néant. Donc cet acte de création ex nihilo, c'est un acte de liberté, qui va totalement à l'encontre de la causalité, du causalisme aristotélien et stoïcien. Inversement, quant au dogme judaïque du péché originel, les païens le rejettent pour une raison diamétralement opposée. Ce qu'ils nient, ce n'est pas le caractère pécheur de l'acte humain, négateur libre, créateur de mots, mais sa signification cosmique, voire la réaction divine à cette humaine action. D'après la Bible, au vu de cette action humaine négative, Dieu regrette son action créatrice du monde, tandis que pour les païens, Dieu ne saurait le faire, même s'il pouvait regretter quoi que ce soit, parce qu'en fait, Dieu n'est rien, enfin n'est pas rien, mais n'est... Ah, encore que. Dieu n'est que silence, donc il n'y a pas d'attribut qu'on pourrait lui attribuer, il n'y a pas de réaction, il n'y a pas d'anthropomorphisme possible. Pour la simple raison que les actes humains ne peuvent rien changer au monde, où ils se produisent, les transformations de celui-ci étant réservées aux dieux. En bref, les païens refusent le dogme du péché originel parce qu'il élève l'homme au niveau du Dieu. Et oui, parce que le péché originel, du coup, amène au fait que l'homme est lui aussi créateur. Là où, pour les païens, du coup, tout est éternel. Il n'y a ni fin, ni début, ni fin. Le monde est éternel. Rappelez-vous d'Héraclite. Et donc, de ce fait, de la même manière qu'il ne peut pas y avoir de création ex nihilo, l'homme ne peut pas changer. Il ne peut pas rompre avec l'éternité de la permanence du monde. Il ne peut pas le transformer. En fait, c'est la transcendance de la divinité qui caractérise le paganisme, et c'est cette transcendance théologique qui se traduit dans la philosophie païenne par la transcendance du concept par rapport au temps, voire par l'absence de toute relation entre les deux. Voilà. Et je vais finir par cet extrait-là plutôt. Ainsi, en dernière analyse, le paganisme s'oppose au judéo-christianisme comme un théisme au sens propre et fort de ce mot qui refuse de dégénérer en anthropothéisme. Dieu n'est pas homme parce qu'il n'agit pas, et c'est parce qu'il agit que l'homme n'est pas Dieu. Ou bien encore, Dieu n'est pas libre, et l'homme libre n'est pas divin. Et c'est pourquoi le Dieu païen ne peut s'incarner en aucun homme, tout en ne pouvant pas être lui-même humain. Alors que justement, pour le judéo-christianisme, Dieu est libre car il a commis l'acte de création dans le néant, la création ex nihilo. Et donc, il peut s'incarner en l'homme car l'homme est lui-même aussi libre. Voilà. Et on terminera là-dessus. C'est beaucoup trop long. J'en suis désolé. On essaiera de faire Kant, je pense, dans les mois qui viennent. Dans l'ensemble, de toute façon, ça conclut clairement ici tout ce qui a été fait sur Essai d'une histoire raisonnée de la philosophie païenne, en espérant avoir été le plus clair et le plus didactique possible. Je sais qu'il y a des notions ici qui, de toute façon, de par mon propre fait, ne sont pas complètement maîtrisées. De la même manière, il y a énormément de choses. On parle d'un texte extrêmement riche et j'ai pas pu faire tous les développements possibles que j'aurais voulu faire. Même certains n'ont pas forcément été spécifiquement maîtrisés. Mais
J'espère en avoir retiré quand même une moelle assez importante, une substance assez essentielle. Je vous invite, comme je le fais de toute façon dans les descriptions, à essayer de lire par vous-même Kojève, à essayer de retrouver ce que j'ai pu dire au sein du texte. N'hésitez pas à contre-argumenter ensuite, évidemment, dans les commentaires, si vous considérez que Kojève n'a pas spécifiquement voulu dire cela, ou autre chose. Et puis voilà, et puis on va s'arrêter là. Je pense que ça fait une vidéo assez longue une conclusion, comme une conclusion en tout cas de ce premier acte. Et puis en deuxième acte, on essaiera peut-être d'aborder Kant. Dans ce format-là, j'aimerais bien pouvoir aussi aborder d'autres textes, mais ça, c'est à voir. De toute façon, je ne souhaite pas allonger la durée du propos ici. Donc, on va s'arrêter sur... On va s'arrêter ici, voilà, tout simplement. Tout simplement. Il s'agirait de finir le discours. Et oui, de finir ce discours, je ne dois pas tomber dans le bavardage pour reprendre les notions apprises. Donc sur ce, merci de m'avoir écouté. Et on se retrouve, si Dieu le veut, pour Kant.